Votre grand journal du soir se poursuit. Ce soir avec vous Thierry Dagiral et tous les soirs de l'été, on va prendre le temps de réfléchir à l'après. Vous recevrez des philosophes, des patrons, des économistes, des artistes pour tirer les leçons de cette crise sanitaire. Et ce soir, la philosophe et spécialiste en management Julia de Funès est votre invitée. Bonsoir Julia de Funès. Il y a cette belle collection Et après aux éditions de l'Observatoire et vous-même vous venez de sortir cet essai Ce qui changerait tout sans rien changer. Vous consacrez un chapitre au travail. C'est la nature même du travail qui a changé pendant ce confinement. 40% des salariés ont exercé en télétravail pendant le confinement. Demain, selon vous, ça sera la norme ? Oui, c'est clair que le télétravail va se généraliser, se banaliser. Il s'est déjà très clairement massifié. C'est pour ça que les phrases qu'on entendait, les injonctions durant le confinement qui consistaient à dire rien ne changera, c'est faux. Les choses ont déjà changé, se sont inscrites dans la réalité autrement. Et le télétravail, pour moi, est une bonne chose pour plusieurs aspects. On va en discuter, même s'il y a des points de vigilance, évidemment, à remarquer et à souligner. Sans aller aussi loin que PSA qui fait du télétravail sa norme, de nombreux grands groupes sont en ce moment en train de signer des accords d'entreprise. Ça veut dire qu'il faut vraiment réorganiser tout le travail, toute la chaîne du travail. Oui, ce qui est très compliqué pour les entreprises aujourd'hui et leur questionnement principal, c'est justement à quel rythme, quelle hybridation est-il possible de trouver entre du télétravail et du présentiel, parce qu'il ne s'agit pas du tout de substituer le virtuel au présentiel, bien évidemment, mais de l'agencer au mieux pour qu'on ait les bienfaits des deux aspects. Et c'est quoi la bonne formule alors ? Alors, il n'y a pas de formule. La mauvaise formule, c'est de chercher une formule, justement, c'est-à-dire une recette, parce que ça dépend tellement des fonctions, tellement des postes, tellement des cultures d'entreprise, du besoin aussi individuel de chacun, que je pense que c'est un ajustement, et c'est pour ça que c'est très difficile comme questionnement, et c'est très difficile pour les managers, justement, et les dirigeants, de trouver l'ajustement parfait, parce que c'est au cas par cas, quasiment. On risque pas à terme d'avoir une entreprise à deux vitesses avec les cadres, les cols blancs, en télétravail, et puis ceux qui ont besoin d'être en présentiel. Oui, je vous remercie pour cette question, parce que c'est souvent une confusion qu'on fait, parce qu'effectivement, 2/3 des postes télétransposables en télétravail sont des postes de cadre. Et donc, le raisonnement facile consisterait à dire, en gros, le télétravail, c'est pour les riches, et puis les plus modestes ne peuvent pas télétravailler, ce qui est archi faux. Vous pouvez prendre Mbappé, un pilote de ligne, un chirurgien esthétique, ils ne peuvent pas télétravailler, c'est pas les revenus les plus modestes. Et en revanche, c'est une assistante, les téléconseillers ont même le mot télé dans leur fonction, peuvent très facilement télétravailler. Donc, ce qui est important pour le télétravail, c'est de voir qu'il provient d'inégalités sectorielles, d'inégalités de métiers, de différences de métiers, pas d'inégalités, de différences sectorielles, mais qu'il génère effectivement des inégalités sociales, qu'il amplifie certaines inégalités sociales. Une chose est très claire pendant cette crise sanitaire, on a réfléchi, on a repensé le bureau, notre vision du bureau, notre fonctionnement au bureau. On a repensé le fonctionnement bureau. Alors justement, on s'est rendu compte, on s'en rendait compte avant, mais que le présentiel ne garantit absolument pas d'un lien collectif, d'un lien entre collaborateurs très fort. Vous avez vu comment ça se passe dans les open space ou dans les flex office. Les gens ne se parlent pas forcément, de peur de déranger le voisin, et donc on s'envoie un mail quand bien même nous sommes à 1 mètre de distance. Donc on est en télétravail, en présentiel. Moi, je pense au contraire qu'un des avantages du télétravail, c'est de rendre les relations réelles d'autant plus désirables et attendues qu'elles ont été virtualisées et suspendues par le télétravail. On a d'autant plus envie de retrouver les gens en vrai, en chair et en os, que justement, on en a été privé. C'est vrai dans toutes les relations humaines. Prenez les relations amoureuses, c'est la même chose, mais Proust ne supporte plus Albertine quand il est avec elle, et puis dès qu'elle s'en va, évidemment, il la désire. Donc, il y a une sorte d'attente qui est aussi propice à la ferveur des relations réelles. Mais ça a changé aussi la nature du travail, le sens du travail, le sens de l'entreprise. On change complètement de paradigme. Il y a des conséquences très fortes. C'est lourd de conséquences, le télétravail. C'est pas simplement un agencement. Ça veut dire que pour les managers, il a fallu repenser aussi la manière de gérer les équipes à distance, de mettre de l'humain également dedans. Parce qu'il y avait des moments où les gens en télétravail, le moral était en berne. Il fallait aussi avoir ce côté très humain qu'on n'a pas forcément au bureau. Oui, alors il y a une injonction qui consistait à dire depuis des années, moi c'était une phrase qui commençait à m'écœurer un petit peu, parce qu'elle est très vraie, mais elle est galvaudée. L'important, c'est de mettre l'humain au centre, l'humain au cœur. L'entreprise ne serait rien sans les hommes et les femmes qui la constituent. C'est évidemment vrai. Simplement pour moi, ça veut dire quoi mettre l'humain au centre ? C'est pas simplement dire ces beaux mots, c'est de miser sur nos compétences strictement humaines. L'intuition, la prise de risque, les relations, les choses totalement irrationnelles qui ne passent pas à travers les écrans justement. Et c'est miser sur ça. À l'heure de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de la digitalisation, si on ne mise pas sur ce qu'on a de spécifiquement humain, effectivement, alors là, on est déjà évidemment très dépassé. Est-ce que c'est pas la fin de la culture d'entreprise finalement ? Comment on peut créer une culture d'entreprise quand on travaille à distance ?
Oui, c'est pas la fin de la culture d'entreprise, mais le changement de paradigme me semble être le suivant, c'est-à-dire que je vais parler de façon générationnelle, ce qui est toujours faux, mais pour être synthétique et rapide, en gros, j'ai 40 ans, pour ma génération et les précédentes, aller dans une grande entreprise, un grand nom, ça suffisait à faire sens. On travaillait à Europe, c'était déjà formidable, on travaillait à Air France, ça faisait déjà sens. Ça n'existe Maintenant, plus pour la jeune génération, ce que vous dites. c'est nécessaire, mais c'est plus suffisant. C'est-à-dire que l'entreprise, ce qui va faire la différence, pourquoi je vais aller bosser dans cette boîte-là plutôt que dans telle autre, c'est parce que l'entreprise n'est qu'un moyen au service d'une cause plus vaste qu'elle-même. C'est-à-dire que la performance financière et économique de l'entreprise est nécessaire, bien sûr, mais n'est plus suffisante. Le nom n'est plus suffisant. Il faut qu'elle réponde, l'entreprise, à une raison sociale, sociétale, environnementale, humanitaire, qu'elle ait un sens, c'est-à-dire une finalité autre, plus vaste, extérieure à elle-même, pour que les gens, les plus jeunes, soient attirés et aient envie d'aller travailler dedans. Mais il y a cette fierté, on est fier, je suis fier de travailler aujourd'hui à Europe 1. Oui. Je défends les couleurs d'Europe 1. Oui. Je parle avec mes collègues, il y a une transmission de pensée, d'échanges, de vie à côté, etc. C'est ce qui fait cette culture d'entreprise. Mais la fierté change, bien sûr, la fierté d'entreprise, la fierté existe, mais elle change d'objet. C'est plus tellement la fierté d'entreprise, c'est la fierté d'une cause. La fierté de contribuer à un projet qui fasse sens. Vous avez vu à quel point il y a des gens qui ont des très belles fonctions, des très beaux diplômes, qui quittent tout pour faire des métiers soit relationnels, soit humanitaires, sociaux, enfin tout ce que vous voulez, mais où on voit l'impact qu'on a sur le monde. Beaucoup de gens ont souffert en entreprise, surtout dans les grandes, de ne plus se sentir sujet actif, de maîtriser, d'être l'auteur, l'acteur de leur vie. Et quand on répond à un sens tel que ceux que j'ai évoqués, effectivement, on a l'impression de contribuer à quelque chose de réel, à être vraiment l'auteur, l'acteur de sa vie. Juliette de Finesse, pendant le confinement, on a vu aussi que ce télétravail est une source de détresse psychologique. Ça veut dire que l'autonomie, ça s'apprend. Ça veut dire qu'il faudra aussi pour les DRH montrer l'exemple, apprendre, faire des formations, pourquoi pas. Alors l'autonomie, ça s'apprend, c'est un oxymore parce que comment voulez-vous apprendre à être seul? Mais oui, non, il y a une autodiscipline qui est très difficile à tenir et on l'a vu. Alors en temps de confinement, c'était amplifié, mais il y a une autodiscipline à avoir qui n'est pas évidente pour toutes les psychologies. Et le management va devoir non pas apprendre l'autonomie, mais faire confiance, c'est-à-dire laisser l'autre autonome et lâcher prise. Et là, on va devoir passer d'un management de contrôle à un management de confiance. Et les contrôles et confiance, quand bien même la fameuse très utile rhétoriquement, mais nulle philosophiquement, la confiance n'exclut pas le contrôle, est un paradoxe en non. La confiance, vous savez, c'est un pari sur l'inconnu. Il y a le mot foi dans confiance, confidérer avec foi, c'est-à-dire qu'on lâche prise, on fait un saut, on croit en l'autre ou on croit en soi-même. Et le contrôle, c'est évidemment l'inverse. On veut des preuves tangibles, on est dans le registre cognitif de la preuve. Donc on ne peut pas lâcher et fermer les yeux et ouvrir les yeux. Il y a des phases de contrôle nécessaires, il y a des phases de confiance nécessaires, mais les deux de manière concomitante, c'est absolument impossible. Demain, le télétravail avec Julia de Finesse. Merci infiniment d'être venue sur Europe 1. Merci. Europe 1.